Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Ce dimanche, nous recevons sur ce plateau le commissaire Cheikhna Cheikh Sadibou Keïta. Il est membre du bureau politique de l'ACT, l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. Bonjour et bienvenue, commissaire. Bonjour Morgane. Oui. Et merci pour cette invitation. Oui. C'est nous que vous remercions pour briefer un peu notre audimat, Cheikhna Cheikh Sadibou Keïta. Vous êtes un ancien commissaire de police, ancien directeur de l'OCRTIS. En 2015, vous avez mis sur pied le mouvement Alliance Nouvelle, les Patriotes du Sénégal, présentement membre du bureau politique de l'ACT, Alliance pour la citoyenneté et le travail, dirigé par Abdoul Mbaye. A-t-on dit l'essentiel? Oui, effectivement, pour me présenter, il ne faut pas plus que ça. Parce que je suis un ancien commissaire de police que des circonstances particulières ont amené en politique, qui a essayé de jouer son rôle du mieux qu'il a pu faire et qui aujourd'hui est en train de poursuivre son chemin dans les rangs de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail que dirige M. Abdoul Mbaye. Oui. Maintenant, membre du bureau politique de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, alors vous faites quoi de votre mouvement Alliance Nouvelle, les Patriotes du Sénégal? Vous voyez, nous sommes dans un pays où ce qui gêne, c'est ce qu'il y a de cohérent. Ce qui ne gêne pas, c'est ce que tout le monde fait et qui frise le ridicule. Chacun porte son flambeau et ses mains à côté, appelle les gens autour de lui pour se constituer un leader suprême d'une chose qui n'apparaît même pas. Moi, je crois que si nous devons faire de la politique dans l'intérêt du Sénégal, rien que dans l'intérêt du Sénégal, nous devons nous retrouver autour de projets sérieux et cohérents. J'ai passé 2 ans et quelques à tourner autour, à fréquenter la classe politique, la société civile, à écouter les gens, mais sincèrement, je n'ai vu que des gens qui appellent à ce qu'on les suive, qui appellent sur leur personne, qui appellent pour que le Sénégal leur soit rendu, plutôt qui appellent pour qu'on travaille ensemble à développer ce pays. Jusqu'à ce qu'il y a 6 mois, j'ai été contacté par le groupe de travail qui entourait M. Abdoul Mbaye, et de fil en aiguille, nous en sommes arrivés à nous convaincre de ce qu'il était possible que nous fusionnons nos initiatives et qu'on se retrouve à travailler quelque part parce que nous avions le même projet. Un projet cohérent, audacieux, généreux pour le Sénégal, généreux pour les Sénégalais et respectueux de chacun des Sénégalais, parce que nous voulons y apporter une autre manière de faire de la politique. Si je comprends bien, vous allez fusionner votre mouvement dans l'ACT. Nous faisons plus que ça. Fusionner, c'est essayer de faire dans du mimétisme. Oui. Nous fondons, c'est une fusion, absorption. Nous fondons dans cela en y apportant tout ce que nous pouvons apporter. Parce que eux aussi, ils fondent dans nous en apportant eux-mêmes et tout ce qu'ils peuvent apporter. Je prends sur moi maintenant de faire voir aux autres leaders de ce pays-là qu'il ne sert à rien d'appeler à son nom. S'il faut abandonner d'être soi-même en tant qu'individu dans l'espace politique pour être au service d'un projet, je suis le premier à devoir montrer l'exemple parce que je suis persuadé d'une chose, mon rôle, c'est cela, faire en sorte que ça marche, même si je ne fais que garder la porte. En quelque sorte, un rendez-vous du donner et du recevoir. Mais c'est sûrement cela, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et comment les rapprochements ont été faits? Les rapprochements, j'avoue que très tôt, j'ai été contacté par des gens qui m'ont fait voir ce que je pouvais représenter moi dans l'espace politique et dans l'avenir du Sénégal, et qui m'ont invité à travailler avec eux sur la durée. Nous nous sommes fréquentés pendant très longtemps, pendant de longs mois, pour nous rendre compte de ce que, au finish, le projet était le même. Moi, j'avais la maîtrise du projet pour lequel moi je me suis levé et qui est sous mon discours, qui me permet d'argumenter à chaque fois que je suis invité par l'un d'entre vous et de dire voilà la direction dans laquelle le Sénégal doit aller. Quand, après plusieurs mois de fréquentation d'autres gens, d'autres citoyens sénégalais engagés et respectables, je me rends compte de ce qu'ils sont dans la même démarche, dans la même générosité, avec le même désintéressement. Moi, je me dis, c'est le chemin, on peut faire ensemble. C'est cette démarche que nous avons suivie pour nous retrouver. N'est-ce pas, il était aux commandes au moment où l'on parlait du scandale de drogue dans la police. Ça, c'était le scandale de la drogue. Là, on est en politique. Ça, c'était un Premier ministre. Là, on est en politique. Et ce qui nous unit, c'est le projet. Ce qu'il a à faire dans ce dossier-là, ce n'est même pas à moi de l'interpeller. Il l'a fait quand il était Premier ministre. Et c'est dans sa conscience et devant l'histoire qu'il doit répondre
si toutefois il arrivait que d'autres faits ressurgissent par rapport à ça. Les animosités se sont dissipées entre-temps? Non, il n'y a pas eu d'animosité entre lui et moi. C'est ce qui ont porté, comment dirais-je encore, la réplique face à moi dans cette affaire-là, sont d'autres gens. C'est l'ancien ministre de l'Intérieur, Pathé Seck, c'est Abdou Latif Coulibaly, et c'est l'actuel président de la République qui leur a donné permission à tout faire. Il était le Premier ministre, Abdou Oui, mais moi, je ne regarde pas l'appareil, je regarde les expressions. Il était le Premier ministre, mais très dissous dans l'appareil. Je ne l'ai pas vu gesticuler dans ça. Je sais que le ministre a fait ce qu'il a pu faire pour que son point de vue passe. Abdou Latif Coulibaly s'est levé pour défendre le point de vue qui lui semblait être celui du gouvernement, parce qu'il a parlé au nom du gouvernement. Oui. Et c'est cela, le président de la République a tranché, il m'a radié. Oui. Donc, alors que moi, j'étais encore un fonctionnaire de l'État, un directeur national. Je n'étais pas n'importe qui. On a toujours voulu me faire passer pour Cheikhna Keïta, un monsieur, un Sénégalais quelconque, alors que j'étais un directeur national. Je portais un dossier qui était le dossier du Sénégal, pas mon dossier. Oui. Donc, ceux qui ont des responsabilités là-dedans, je peux les citer clairement. Oui, d'accord. Ce 26 juin, comme on y est la journée internationale de lutte contre le trafic des stupéfiants, la drogue. Est-ce qu'elle circule au Sénégal? Mais si vous regardez... Il y a eu une amélioration. Si vous regardez aux derniers chiffres, aujourd'hui, l'ONIDC affirme encore, à l'occasion de cet anniversaire, que le Sénégal est le point de passage le plus important en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal... C'est une plaque tournante. C'est pas moi qui le dis. Suivez la presse d'aujourd'hui, vous vous en rendrez compte de ce que ce sont des responsables des instances internationales qui luttent contre le trafic de drogue qui disent que la plaque tournante de la drogue, le point de passage le plus important, c'est le Sénégal aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Ça, donc, je ne le dis pas, je le déplore. Ils disent que les gens qui consomment de la drogue dure par injection se comptent par milliers. Ça, je ne le dis pas, je le déplore. Ça veut dire que les gens qui ne font que sniffer, ça, je me demande combien ils sont. Ceux qui consomment de l'herbe, je me demande combien ils sont. La situation est grave depuis très longtemps, depuis que l'État fuit le débat sur cette question de la drogue. Comment? Il fuit le débat parce qu'il ne pose pas les véritables problèmes et on ne prend pas en charge cette question-là de la manière la plus juste, la plus judicieuse. On ne respecte pas le projet. Pourtant, on a des saisies records de drogue. Ça, ce n'est pas des saisies records. Nous ne prenons que les déchets pour les appeler des saisies records. Les saisies records sont accidentelles. Quand on a parlé de quelques tonnes de drogue, c'était des accidents de l'histoire de la lutte contre le trafic de drogue. Les saisies, c'est tous les jours. C'est un phénomène, il faut le contrôler. Il ne faut pas se fier à ces déclarations spectaculaires. Nous avons pris 250 kilos. Ce n'est pas là que ça se joue. C'est dans l'organisation, la stratégie et la méthode. Si, de manière experte, on peut apprécier du bon fonctionnement de tout cela, on est sûr qu'on est sur la bonne voie. Mais si on laisse tout couler, les agents, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est qu'un agent qui lutte contre le trafic de la drogue. On ne connaît pas sa formation, on ne maîtrise rien. Il n'y a pas de module approprié pour les préparer. La direction, c'est du n'importe quoi. On ne sait pas qui vient, qui va. La spécialité, c'est du n'importe quoi. Mais on ne peut pas dire qu'on lutte contre la drogue. Qu'est-ce qui justifierait la montée de ce fléau? Mais c'est parce que nous sommes un pays très ouvert sur l'international depuis toujours, c'est notre vocation. C'est le Sénégal, ça, tout cru. Mais ensuite, nous sommes un pays très ouvert à la consommation parce que nous avons initié dans le temps un tourisme de plaisance, un laisser-aller qui a fini par cet échec du secteur touristique et dont l'une des conséquences, c'est ce désordre qui est très propice à la circulation de la drogue dans les zones touristiques, mais à la contamination de quartiers, de l'élite, des jeunes. C'est ça le phénomène. Et ensuite, nous sommes dans un corridor à plusieurs directions. Nous sommes dans le corridor Dakar-Bamako, nous sommes dans le corridor Dakar-Nouakchott-Rabat, nous sommes dans des couloirs de circulation avec le désordre qu'il y a sur le plan international, avec le terrorisme et tout cela. Nous sommes au centre et à la sortie. Nous recevons tout ce qui doit partir et nous envoyons tout ce qui doit partir. Et à côté de ça, nous avons un système de police qui n'a pas pris cet énoncé au départ pour organiser le travail de lutte contre la drogue. Où sont les renseignements? Où sont les renseignements? Mais c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. C'est une faillite globale.
Vous me dites où sont les renseignements? Non, il faut un système, il faut une organisation, il faut des méthodes, il faut un projet pour pouvoir arriver à ça. À toute chose, il faut un projet. Ici, on affecte des gens et on les laisse. Celui qui va diriger l'OCRTIS, il n'a pas de cahier de charge, il ne sait pas où il va. C'est une chaise, une table, il vient, il s'installe, on lui amène un certain nombre de fonctionnaires et il les commande à sa guise. Il n'y a pas de projet. Quand il n'y a pas de projet, c'est lui. Je suis là, oui, avec ma particularité. J'arrive à produire une certaine image de la lutte contre le trafic de drogue. Ça marche. Quelqu'un d'autre vient, il est plus paresseux, il simplifie les choses à sa manière et ça marche comme ça. On a des carrières personnelles. On a des carrières personnelles. Et c'est ce qui arrive exactement. Il arrive par à-coup. Je n'ai rien, par exemple, contre l'ancien, celui qui m'a remplacé. Mais je ne comprends pas qu'on parte de l'OCRTIS pour devenir directeur des passeports. Mais c'est extraordinaire. C'est la police, c'est la machine policière. Non, ce n'est pas comme ça. Oui. C'est une spécialité de la police judiciaire. Il faut qu'on arrête ce désordre-là. C'est une spécialité, ces aspects de service, d'administration. On ne peut pas justifier du fait de mettre quelqu'un ici pour 2 ans, pour le déplacer. Comme ce qu'on dit, yalla ak yali, comme on dit en Wolof. C'est extraordinaire. Oui. C'est quand on peut s'égarer à ces points-là dans la gestion de métiers comme ceux de la police qu'on n'arrivera jamais à faire des choses qui répondent aux objectifs qu'on ne sait pas fixer, mais qui sont là devant nous parce que c'est des objectifs. On les fixe, ils sont là, on les organise. On ne les fixe pas, ils s'imposent et on les regarde parce que quand on dénonce les méfaits de la drogue, on est en train de voir à l'envers les objectifs qu'on devrait se fixer. Oui. C'est pourquoi je dis que c'est aberrant. Il n'y a que des aberrations qui tournent autour de ce projet-là. Oui, et on va passer à autre chose. Merci. C'est connu même de tous, Karim Wade a été gracié par le chef de l'État, le président Macky Sall, et en moins de 2 heures de temps, il s'est envolé à bord d'un jet privé en direction du Qatar. Donc tout ça pour ça, on pourrait dire. Vous savez, vous allez essayer d'y comprendre quelque chose, que j'aurai pitié de vous. Oui. Ah oui? Oui, j'aurais pitié de vous. Il ne faudrait pas chercher à comprendre. Parce que c'est une nébuleuse qu'on ne comprend que quand on les laisse à leur jeu. C'est-à-dire? C'est des gens qui sont dans leur univers. Ils sont décrochés de tout. C'est une oligarchie qui a ses réalités et dont le sort dépend de la maîtrise du pouvoir. Et c'est autour de ces enjeux de maîtrise du pouvoir que tout se joue. Leur intelligence, leur plan, leur manigance ne concernent que cela. Et à force de jouer quelquefois, ils se perdent en route. Nous avons un système qui s'est perdu en route et qui ne sait plus à quel sens se vouer. À quel niveau ce système s'est perdu en route? En tenant coûte que coûte à préserver la garantie de la pérennité du pouvoir. Venir au pouvoir, avoir 2 mandats et surtout pour la première fois, même après ces 2 mandats, contrôler le pouvoir. C'est cette magie que le pouvoir de Macky Sall veut créer. Faire 2 mandats, absolument. Dès son élection, 3 mois après, tout le Sénégal savait que Macky voulait 2 mandats. Depuis, il s'est égaré 4 ans après. Il ne s'est pas retrouvé dans les moyens de se construire une situation qui lui permet d'être certain de faire 2 mandats comme ses prédécesseurs. C'est ça son projet. Nous avons eu de l'errance. Il veut faire comme les autres. Il veut faire autant que les autres au pouvoir, au moins 12 ans comme Abdoulaye Wade, c'est 2 mandats. Si vous regardez un peu, c'est quelqu'un qui n'a vécu que pour ça et qui n'a fait que hésiter, tenter de nous mettre dans des diversions pour avoir la possibilité d'aller là. Yonou Yokote, plan Sénégal émergent, je vais faire 5 ans, non, maintenant je fais 7 ans, référendum, voilà. Si vous regardez, les grandes décisions de Macky Sall, c'est ça. C'est quitter Yonou Yokote pour aller à plan Sénégal émergent. Non, 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 ça s'égare, personne n'y comprend absolument rien, on va à PUDC. C'est un extrait du plan Sénégal émergent qu'on veut mettre au devant pour un peu tromper du trompe-l'œil, quoi, pour tromper les Sénégalais. Oui. On n'y arrive pas, on va dans la diversion politique. Et on saisit à bras le corps la nécessité d'être là pendant 7 ans, parce que 5 ans, c'est tout fini. Oui. On est à 5 ans, c'est tout fini. Et il n'y a aucune garantie qui lui permettrait, à l'époque, de pouvoir gagner les élections de 2017. Oui. Alors, il fait le coup de force. Plan, je prends sur moi ça. Ensuite, maintenant, il nous envoie en un référendum.
Mais dès après le référendum, ils nous envoient au dialogue national. Dès après le dialogue, c'est la libération de Karim. Oui. Effectivement. Qui est subite même. Mais qui est subite. Oui. Pourquoi? Parce que c'est des sorties toujours. Aujourd'hui, après avoir fait 5 ans de pouvoir, avec une coalition et une gouvernance qui ne dit pas son nom, avec la traque des biens mal acquis, qui est devenue un bourbier, parce qu'on a beau tourner cette traque, elle concernera toujours toute la classe politique, le président de la République, y compris. Ou bien de 1960 à nos jours, comme l'avait suggéré Maître El Hadji Diouf. Oui, mais c'est surtout actuellement ce qui se passe. Vous savez, ça c'est de la diversion. Maître El Hadji Diouf, je ne crois pas à son histoire de faire la traque depuis 1960, c'est de la diversion. Oui. Nous avons des situations très actuelles qui nous interpellent. C'est notre temps. Nous avons des gens en face de nous qui ont eu des responsabilités avec nous en même temps que nous, de conduire ce pays-là à bon port. Ils ont sabordé le pays avec le temps que le PDS a passé ici. Et c'est tous ces acteurs-là qui sont là encore en face de nous qu'on doit interpeller. Au lieu de nous mettre à rattraper des gens qui étaient là en 1960, on ferait dans la littérature. Aujourd'hui, si c'était une exigence, on l'aurait agi en demandant à tout le monde de se laver les mains, à commencer par le président de la République, je le dis bien, de se laver les mains, parce qu'il est concerné par ce que les gens d'Abdoulaye Wade ont fait ici. Il est concerné par ce qu'on est en train de reprocher à Karim Wade. Il est concerné par ce projet de traque des biens mal acquis qu'il dit n'être pas de lui, mais être une exigence du peuple sénégalais. Une exigence, elle est entière. Si vous l'affectez au peuple sénégalais, vous lui donnez au moins la hauteur de pouvoir comprendre ce qu'il dit. Surtout quand vous venez lui dire, je suis né en temps, j'ai été Premier ministre en temps et j'ai 8 milliards. J'ai tel nombre de voitures, j'ai une maison à tel endroit. C'est cette catastrophe qui est en train de revenir. Oui. On n'y croit pas. Le peuple n'y croit pas. Des choses comme ça, on les laisse porter par le peuple qui en a eu l'initiative. Si cela est vrai, que c'était une exigence du peuple, oui. On y associe le peuple dans une démarche et on ne recule pas. On parlait de demande sociale par rapport à la réduction des comptes. Je suis d'accord, moi. Mais on ne fait pas de réduction des comptes de manière aérienne comme ça. On fait ce qu'on veut, on met en prison celui qu'on veut, on laisse traîner des gens là-bas. C'est le président de la République qui gère la justice, qui dirige tout le monde et qui met en prison celui qu'il veut mettre en prison. La réduction des comptes, c'est dans un système de justice normalement installé et normalement articulé. Oui. Un système de justice qui a vocation à rendre la justice rien que la justice de manière impartiale, sans oui. Le poids de l'exécutif. Est-ce que pour des raisons humanitaires, comme l'évoque le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, Karim Wade devait être gracié? Est-ce que c'est sérieux pour vous? C'est sérieux pour vous qu'on nous évoque de telles raisons pour un détenu au Sénégal? Je n'ai rien contre Karim Wade. Je ne suis pas le tribunal. Je juge que nous sommes un pays, nous devons avoir une justice. Elle est là. Au résultat, on l'a attendu. Il est arrivé dans une affaire de milliards. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, oui. Mais on a toujours parlé de milliards. Il était en prison avec des milliers d'autres Sénégalais. On n'en parle pas. Et subitement, on nous crée une situation dans laquelle il faut absolument qu'on s'abreuve de ça. Karim Wade, Karim Wade, Karim Wade, comme s'il y avait un Sénégalais plus quelque chose. Des Sénégalais plus quelque chose l'entoure, et c'est leur monde qui doit bouger. Nous ne sommes pas que des spectateurs. Oui. Pendant ce temps, chacun de nous ira demain avec son petit panier voir son cousin qui est en prison pour de petites choses, des miettes, pour un portable qu'il a pris quelque part. Il va y faire 5 ans parce qu'il est récidiviste. Aujourd'hui, nous avons de grands délinquants et on trouve l'artifice qu'il faut pour les sortir de prison, amnistie ou grâce. Ce n'est pas sérieux. Oui. Ce n'est pas sérieux. Dans ce cas, Idrissa Seck a-t-il eu tort de dire qu'un deal se peaufinait? Moi, je ne suis pas dans la logique d'Idrissa Seck. Je ne suis pas un dénonciateur de deal. J'ai été l'un des rares à refuser de décrocher par rapport à ce dialogue national, parce que c'est dans ça que vous nous faites entrer, n'est-ce pas? Oui. J'ai été un des premiers à dire le pouvoir cherche à rebondir sur une situation qu'elle va créer et que nous allons risquer de nous retrouver entre gens d'une certaine même famille. Ils ont les moyens de le faire. La famille libérale. Oui, ne nous attardons pas à ça. Ils vont avoir la possibilité de faire tous les accords à leur convenance, parce que c'est dans leur monde qu'ils évoluent, et c'est tout à fait normal qu'ils s'entendent sur quelque chose par rapport à Karim Wade, parce que le projet contient Karim Wade. Il n'est pas tout fait de Karim Wade.
il contient l'avenir de toute cette catégorie de politiciens affairistes qui sont là simplement pour jouer de situations et d'événements afin de construire leur projet et se mettre toujours devant à nous gouverner. Nous voulons bien, parce que chacun de nous a autre chose à faire, mais qu'ils nous gouvernent bien. S'ils ne le font pas, qu'ils se démettent et qu'ils nous restent gérer ce pays-là. Puisque c'était un jeu, qui a gagné entre le pouvoir et Karim Wade? Ou bien entre le président Sall et Karim Wade? C'est un jeu entre gens de la même famille. Personne n'a gagné, ça se poursuit. Comment? Si personne n'a gagné... À quelle fin, surtout? Personne n'a gagné parce que nous sommes dans le jeu politique. Nous sommes dans le projet d'individus qui veulent continuer à nous diriger pour les gens du pouvoir ou qui veulent avoir le pouvoir pour ceux qui défendent le camp de Karim. Regardez qu'autour de ça, il n'y a pas le sort d'un humain qui est allé en prison. Il y a plutôt le sort de super Sénégalais que ne préoccupe le pouvoir. Aucun d'eux n'a gagné. C'est au contraire le peuple qui doit se positionner par rapport à ça pour être le seul gagnant. Le gagnant de quoi? De la compréhension qu'il a de la situation et de la nécessité qu'il s'impose à chacun de ses leaders de se mettre de côté et de ne pas être les complices de ce jeu-là. Je n'accepterai pas, moi, de me mettre à parler de Karim Wade et de Macky Sall, tant mieux s'il est libéré. Mais je n'accepterai pas de me mettre à parler de ça au point d'oublier que j'ai des responsabilités par rapport à ce pays-là et que ça va se jouer autrement. Comment ça va se jouer? Ce n'est pas dans cette adversité, mais en faisant tout pour que les Sénégalais eux-mêmes arrivent à maîtriser leurs projets, arrivent à mettre en place un système qui gouverne et qui gouverne pour le développement d'une société équilibrée. Tant qu'on ne sera pas là-bas, nous allons être obligés de subir des gens qui ne sont là que pour eux-mêmes. Oui, puisqu'il s'agit d'enrichissement illicite avec plus de 138 milliards, peut-on dire que Karim est parti chercher l'argent? Mais ça m'a effleuré l'esprit parce que, en écoutant la radio, quelqu'un a dit il faut que nous baillions que nous dem lijjanti ji. J'ai dit, mais c'est possible que cela soit quelqu'un de libéré pour qu'il aille chercher de l'argent afin d'éponger sa dette. Et avec la complicité c'est le Qatar ou quoi? Oui. Il y a un jet privé de ce pays du Golfe qui s'implique dans nos affaires comme si nous étions un pays... avec le procureur même avec un procureur, qui était sur place. Mais avec tout cela, ça y ressemble. Ça ressemble à quelque chose qui va se jouer autrement, mais toujours entre des gens qui se connaissent. Vous savez, quand on respecte son peuple, on le sert d'abord, au lieu de servir des projets comme cela. Des projets qui ne ressemblent à rien d'autre qu'à un jeu dans lequel, je dis encore aujourd'hui, ils vont tous perdre. A-t-on joué avec la justice sénégalaise? Il n'y a pas de justice sénégalaise qui concerne ces gens-là. Il faut comprendre. La justice sénégalaise dont on parle concerne les laissés pour compte. Ceux-là qui vont être jugés sans que personne ne sache. Il y en a aujourd'hui qui ont été condamnés. Personne ne sait, dans l'anonymat le plus complet. Mais je parle surtout de ces acteurs de la justice qui ont exécuté les premiers rôles à travers la CREI. C'est pourquoi je dis, cette partie de justice n'est pas de la justice. Ah oui? Oui. C'est un semblant de justice parce que c'est un système accroché, attelé à la justice au service de projets politiques. Tout ce qui est pensé n'est pas pensé dans le sens d'une application directe des lois par rapport à des faits ou des situations. Ce sont des choses qui sont calculées, calquées, projetées, organisées avec à l'esprit un projet politique. Qu'est-ce que je vais faire pour être le plus fort en utilisant la justice? Qu'est-ce que je vais faire pour affaiblir mon adversaire en utilisant la justice? Qu'est-ce que je vais faire pour créer une situation dans laquelle les gens vont croire que je suis juste? C'est un peu toutes ces choses-là qui font qu'il n'y a pas de justice à ces endroits. À ce niveau, quel regard va-t-on projeter sur cette justice sénégalaise? Vous savez, je vais revenir à plus large. Le mal de la justice, c'est le mal de toute l'administration sénégalaise. C'est ce qui fait qu'on détourne dans les ministères. C'est ce qui fait que les autorités politiques sont servies à tour de bras par des gens qui ne sont là que pour obéir parce que leur carrière en dépend, leur position en dépend.
il n'y a pas ici de projet qui permettrait à quelqu'un de faire tranquillement une carrière en justice et de ne pas être d'échapper à des pressions, à des influences. Tout dépend de la volonté de l'exécutif dans ce pays-là. On en revient au Conseil supérieur de la magistrature. À coup sûr, c'est le même sort. Oui. Et si vous voyez, à chaque fois qu'on crée une institution comme ça, on trouve toujours le moyen de dire les 3 postes sont pourvus par le président. Les 3 autres postes maintenant, on veut même servir le président de l'Assemblée nationale de quelques postes qu'il va pourvoir lui-même. Oui. Les Sénégalais sont égaux en droit, fût-il président ou président de l'Assemblée nationale. C'est une aberration que de vouloir coûte que coûte domicilier à ces endroits-là la possibilité de trier d'entre les Sénégalais à l'intérieur d'un système de pouvoir des gens qu'on va mettre là parce que c'est notre pouvoir discrétionnaire. C'est ça qui est grave. Il y a trop de choses qu'on autorise à des gens de faire de manière discrétionnaire sans que personne... On est dans un régime présidentiel fort, oui, on pourrait dire. Oui, on est dans un régime présidentiel fort, mais il y a des régimes présidentiels extrêmement forts qui ne vont pas jusqu'à ces excès. Fort, un régime présidentiel peut l'être, mais il peut être encadré. Oui. Les pouvoirs peuvent être encadrés. On peut mettre des garanties, on peut mettre des garde-fous et donner à quelqu'un la possibilité de prendre des décisions à des endroits où il est seul arbitre. Mais ce n'est pas l'individu qui prend. Oui. Notre problème ici au Sénégal, c'est que les individus sont trop dans eux-mêmes. Les gens, ils agissent en tant que Mamadou Abdoulaye Demba. Quand vous écoutez à la radio, à la télévision, on vous dit pouvoir bi nga xam ni président moom la ko loi bi jox lu ko neex mu def. L'égocentrisme. Oui, et il n'y a pas de pouvoir en soi qu'on gère ci lu ko neex mu def. Même si c'est un pouvoir discrétionnaire, on l'agit en tant que président de la République. Et le président de la République, ce n'est pas un individu, ce n'est pas M. Macky Sall, c'est une institution. On prête son âme, son intelligence, son corps, on le prête à cette fonction. Et cette fonction a son âme à l'intérieur. Quelquefois, vous vivez même le déchirement entre votre personne et le projet de cette institution, et vous n'y pouvez absolument rien, vous servez le projet de l'institution. Mais ici, c'est l'institution qui sert le projet des individus. Et c'est ça qu'il y a de grave dans ces présidentielles, dans ce présidentialisme démesuré que nous vivons avec des gens qui sont capacités à faire ce qu'ils veulent. Oui. C'est pas possible. Commissaire Keïta, cette corrélation de la nuit du 23 au 24 juin, coïncidant avec la sortie de Karim Wade de prison, ne pose-t-il pas problème? Moi, à mon avis, bon, ce serait accorder trop de génie à des gens qui auraient certainement, à force de manipuler des événements et des choses, ont certainement oublié que nous étions le 23 juin, anniversaire du 23 juin 2011 oui. Pour nous embarquer dans cette histoire de Karim Wade. Ah oui? Non, je ne crois pas. Sinon... Il n'y a pas eu de calcul? Non, sinon je leur tire le chapeau. Je leur tire le chapeau, ça veut dire qu'ils méritent vraiment de jouer ce rôle-là de politiciens professionnels qui font cette politique professionnelle avec beaucoup d'art, beaucoup d'astuces. Je ne crois pas. Il n'y a pas de coïncidence, absolument. Oui. C'est dans le jeu de leur monde que se situent ces calculs. C'est la suite des événements, plus d'autres événements qui ont fabriqué cette coïncidence. Il fallait, après le référendum, créer un événement parce que, plouf, le référendum, c'était quoi? 75% des Sénégalais ne veulent plus de ce régime. 85% des Sénégalais auraient dû s'exprimer contre ce régime-là s'il n'y avait pas eu autant de corruption et d'achat de conscience. Oui. Ils ont la mesure de cette gravité de situation. Vous donnez les vrais chiffres ou bien? Non, je fais une interprétation des chiffres. Oui. Parce que prenez vous-même, vous avez une abstention de 65%. Vous avez 13% pour le non. Vous êtes d'accord? Oui. Vous avez à peu près un 25% pour le oui. Mais si vous avez vécu avec moi ce référendum, avec d'ailleurs ce que nous avons connu ici à Walfadjri comme capacité de manœuvre, comme vraiment calcul politicien, oui. Si vous y regardez d'assez près, si vous étiez sur le terrain, avec tout ce qu'on a vu, les gens qu'on mettait dans des paquets pour les faire voter, les gens qu'on menaçait de retirer leur bourse familiale s'ils ne votaient pas pour le machin. Il y en a eu? Ah ben, il y en a eu parce qu'on est allé chercher les gens chez eux. Et on a mobilisé que des gens qui avaient des bourses familiales. Yaï, papa, dom,
Ce n'est pas une personne, c'est des familles qu'on mobilisait dans les quartiers pour les faire voter. C'est des personnes qui se mettaient devant avec des paquets d'argent pour distribuer de l'argent. Ça, je ne le raconte pas à quelqu'un comme vous. Oui. Il y en a eu, nous étions tous là, hébétés à voir que depuis que le Sénégal est Sénégal, nous n'avons jamais assisté à un désordre pareil. À l'occasion d'un référendum, mettre autant d'argent que ça, avec des sacs de riz. Allez voir sur Internet. Oui. Vous trouverez toujours les sacs de riz en balade dans les quartiers. Offusquer les Sénégalais comme ça, ne pas les respecter pour faire un 25%. 25%, il faut le réduire à 10% parce qu'il faut enlever cette part. On nous parle de 62% de oui. On parle de 62% de oui. Oui, mais 62% de oui sur 38% de participation. C'est ça le problème. Ah oui? Ah oui, ma grande. C'est 38% de participation dont il faut extraire les parts de tous. C'est ça. Et ramener ces Sénégalais, cette masse silencieuse-là, la prendre plus en importance. Parce que c'est aujourd'hui son comportement qu'il faut contrôler pour tout le monde. L'abstention. L'abstention, c'est ça qu'il faut contrôler. Et si nous sommes allés au référendum, c'était pour avoir de la visibilité par rapport à ça. C'est le jeu du président de la République. Aujourd'hui, s'il va au dialogue national, c'est pour changer les données du terrain, pour pouvoir se présenter sous un autre profil et à la limite arriver à créer les conditions de gérer cette abstention-là. S'il parle de refonte du fichier électoral, oui, c'est pour arriver à trouver les moyens. Avant d'en terminer avec le 23 juin, que devrait ressentir le peuple qui a été la force motrice de ces événements du 23 juin 2011? Mais on ne parle pas à sa place, il s'exprime depuis toujours. Un peuple, il faut... Même s'il est attentiste. Il n'est pas attentiste. Un peuple, il faut le comprendre. Il faut lire à travers son comportement. Parce que là, vous vous comportez comme si vous parliez le commissaire Keïta est attentiste parce qu'il ne bouge pas. Moi, je suis un être humain avec un esprit, un cœur, des émotions. Le peuple, ce n'est pas ça. C'est des millions d'individus qui bougent par à-coups parce que des situations ont joué de sorte que le moment venu, ça va bouger par là. C'est comme ça que ça s'est passé en 2000. Et Abdou Diouf fait partie. Oui. C'est comme ça que ça s'est passé en 2012. Et personne n'y pouvait absolument rien, malgré les morts, malgré l'entêtement de notre cher Abdoulaye Wade, il est parti. Oui. Et au référendum dernier, cette abstention doit être lue de la même manière. C'est ça qui fait peur. Refuser d'aller participer à une mascarade parce que le président a confisqué le mandat qu'il devait mener à 5 ans. Il l'a envoyé d'autorité à 7 ans. Nous avons 2019. Oui. Wow. C'est un peu ça qu'il faut voir. L'abstention est un vote. C'est un véritable vote cette fois-ci et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui nous met dans le projet de tout mettre en œuvre pour que la machine soit prête aujourd'hui avant 2017 ou 2019. Et un autre 23 juin, peut-on s'y attendre? On peut s'attendre à plus qu'un autre 23 juin parce que nous n'avons pas commandé le 23 juin. Mais compte tenu du fait que rien autour de nous n'a changé et que tout s'est aggravé, bien au contraire. Même les gosses qui vont mourir à la mer, dans le désert, sont devenus plus téméraires alors qu'ils sont restés par milliers. Mais on peut s'attendre à pire que ça. La cheville ouvrière est de l'autre côté. Mais le mouvement du 23 juin. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous savez, je respecte beaucoup ces gens du mouvement du 23 juin. Oui. Mais vous savez, il y a des rôles qu'on ne se fait pas porter comme ça. C'était le contexte particulier a amené chacun à jouer son rôle dans cela. Ce contexte-là, il faut le respecter et lire à travers ça, plutôt que de lire à travers le comportement d'individus qui étaient là pour que ça marche parce qu'ils font partie du peuple. Oui. Quand ça se jouera la prochaine fois, ça pourrait partir d'ailleurs. Analysez un peu ce qui s'est passé lors du référendum. Oui. Quand toute une région, le Bawol, se mobilise et dit non au référendum, malgré tout ce qui a été fait dans ce secteur-là, c'est là que vous comprendrez ce que ces peuples sont capables de faire. Quand tous les Sénégalais se mobilisent et regardent faire comme vous le dites, alors qu'ils ne regardent pas faire. C'est comme ça qu'il faut lire le comportement des peuples. Aujourd'hui, ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'il y a une telle distance entre le peuple et ceux qui prétendent le diriger qu'il faut avoir peur. Ah oui, il y a un gap. Il y a un gap. Oui, il y a une distance. Il y a une distance. C'est-à-dire, c'est comme si, oui. Par exemple, nos gouvernants, c'était des gens underground. Ils sont dans leur univers sous terre. Ils gesticulent et le peuple est là. Tantôt, ils sortent et ils portent au peuple des coups et ils disparaissent. Tantôt, ils sortent, ils caressent le peuple et ils disparaissent.
mais en réalité, ils sont dans leur monde. Mais le peuple, là aussi, qu'il croit immobile, est en train d'évoluer. Il n'y a pas un peuple qui n'évolue pas, surtout dans le contexte actuel. Le peuple est en train d'évoluer. Et c'est là que la surprise va venir. Tantôt, vous avez parlé de la refonte du fichier électoral. Comment lisez-vous ce tollé suscité par le projet de loi qui a été déposé au niveau de l'Assemblée nationale et qui a même failli amener un boycott dans les discussions? Je n'ai pas travaillé ou bien je n'ai pas échangé avec les gens de l'opposition qui ont eu à rejeter ce projet de refonte. Mais je ne sais pas si c'est un comportement superficiel des gens qui sont dans leurs habitudes de contester pour contester ou si c'est très réfléchi. Mais la solution, c'est effectivement ça. Si nous acceptons une refonte du fichier électoral, nous donnerons l'occasion au président Macky Sall et aux gens qui l'entourent de tout mettre en œuvre pour que les résultats des prochaines élections soient fabriqués aujourd'hui, pas demain. Pas demain. Vous soupçonnez un piège? Je suis en train de lire leur comportement. Je ne suis pas aérien. Très tôt, j'ai dit avec l'acte 3 de la décentralisation, ça c'est un appareil. Parce que l'APR est arrivé au Sénégal sans être un parti. C'est des circonstances très catastrophées. Ils ont amené un président de la République et chacun de nous de le dire à sa manière. Avec un parti qui n'avait rien d'un parti, il avait des centaines de milliers de suivants déstructurés dans le désordre. Ils arrivent, ils continuent de lui tenir la chemise, ils ne travaillent pas à fabriquer un parti. Jusqu'à présent. Chacun est dans son projet personnel et chacun va être à côté du président avec toute la nervosité que cela comprend, avec toute la violence, avec toutes les prétentions que les uns et les autres peuvent avoir pour se concurrencer. Donc nous avons ce parti-là qui est arrivé. Il fallait faire quelque chose pour exister. On a créé l'acte 3 de la décentralisation qui en réalité fait du Sénégal, de l'administration sénégalaise ou de l'État sénégalais, un État-parti. Plutôt que d'être un parti dans un État, nous avons un État-parti. Parce qu'en réalité, c'est ça et les politiques publiques qui font fonctionner l'APR. On crée ensuite, comment dirais-je encore, les bourses familiales pour mettre en grappe 300 000 familles de Sénégalais. Et il paraît que ça va s'augmenter. Je crois qu'on va arriver à 500 000 familles de Sénégalais mises en grappe comme ça et conditionnées, organisées, auxquelles on distribue chaque 3 mois 25 000 francs. Dans une situation de pauvreté extrême. Ça marche. Les gens négligent ce fait-là. Ça marche. Les gens ont besoin de ces 25 000 francs par 3 mois parce qu'ils sont extrêmement pauvres et ça les fait souffler ne serait-ce que pendant 1 mois. Tu prends une vendeuse de tchaf qui nourrit sa famille avec ça. Si vous lui permettez de refaire partir son fonds de commerce après avoir échoué à maintenir ce fonds de commerce à l'État, vous lui redonnez 25 000 francs tous les 3 mois, vous gagnez quelque chose. Et c'est ce que les gens sont en train de faire. Avec le ministère Mais en quoi l'acte 3 de la décentralisation peut jouer en leur faveur? Mais c'est très simple, lisez très profondément. Vous savez, c'est la départementalisation. Si vous construisez un État-parti, vous créez un maillage. Et si vous créez le maillage, pour créer le maillage, il suffit d'avoir 45 piliers au niveau des départements sur lesquels on monte son appareil politique. On crée le lien entre l'appareil de l'APR et les fonctionnaires qui sont comme moi, qui ne sont pas libres. Le préfet, c'est un sujet de l'État qui n'est pas libre. Il est un membre du pouvoir qui le met en place. Chacun mettant ses militants, ses amis ou les gens sur qui il peut compter. Et on les commande comme on commande aujourd'hui. On en fait les premiers éléments des grappes sur lesquels vont être greffés tous les autres grappillons, les responsables politiques locaux, les gens qui sont financés, les gens qui bénéficient de bourses familiales. Voilà l'APR, nouvelle version. Donc c'est le département qui sert de point de convergence pour tous les éléments de partis et de systèmes financés ou contrôlés qu'on met en place. On en revient à la stratégie du Parti communiste chinois, conquérir les campagnes pour venir envahir les villes. Oui, mais là, ils sont allés conquérir les campagnes. Là, on phagocyte
les pauvres pour en faire du bétail électoral. On gère les besoins de certaines personnes qui sont là dans des projets qui ne servent jamais à rien depuis 1960, mais on clientélise des personnes avec un ministère qui est chargé de gérer la microfinance. On organise des gens et on crée d'autres grappes que l'on lit là. Et si vous suivez sur le terrain, il n'y a que ça qui fonctionne. Allez au Parcelles Assainies. C'est un monde, un mouvement avec un ministre des Finances qui passe tout son temps à créer des situations dans lesquelles les autres s'engouffrent pour pouvoir contrôler un électorat, le construire, l'organiser et le mettre là à la disposition de leur projet électoral de 2017 et 2019. C'est ça. Aujourd'hui, moi je peux le lire comme ça parce que je n'ai pas la même origine politique que tous ces politiciens professionnels qui sont là, qui sont infirmes parce qu'ils sont obligés de se comporter comme ça. Ils attendent que le hasard change les choses. Voyez comment ils sont fragiles, ces politiciens professionnels. Quand le président appelle, tout le monde va répondre. Les gens hésitent. Ils n'ont pas les moyens de résister. Parce qu'ils sont habitués à faire comme ces gens-là, ils ne peuvent pas faire autrement. Aujourd'hui, la République, c'est pour dire que la République, c'est de se comporter comme ce pouvoir, d'être sur le terrain, d'organiser le terrain, de piéger le terrain en même temps que lui, de refuser que son jeu fonctionne. Mais nos politiciens professionnels... Avec quels moyens? Avec... Parce que les moyens sont disproportionnés. Oui, mais vous savez, quand on a une abstention de 65%, quand tous les Sénégalais ne répondent pas, ne sont pas corrompus, et heureusement, quand le sentiment patriotique réside encore chez ces Sénégalais qui sont les plus nombreux et qu'on veut tous contrôler, on peut se réconcilier avec eux. On peut leur tenir un langage. On peut leur dire, nous ne volerons pas. Nous travaillerons pour que ça change et c'est possible. Surtout que c'est possible. Dans cette logique, l'opposition a-t-elle raison de recuser Abdoulaye Daouda Diallo? Non, je ne crois pas, moi, à ces démarches. Parce que Abdoulaye Daouda Diallo, c'est un monsieur. Si vous l'enlevez, vous mettrez quelqu'un d'autre, même si vous le prenez de la société civile, c'est quelqu'un qui aura toujours des intérêts. C'est dans le comportement que l'opposition doit trouver les moyens de contrôler ça. Il faut se tenir debout, penser les systèmes, accompagner les systèmes, assurer à se dérober. Mais si on veut créer une situation dans laquelle on voudrait investir de la confiance en un individu, moi je ne crois pas. À l'horizon 2017-2019, va-t-on vers une redistribution des cartes? C'est-à-dire? Dans l'échiquier politique, peut-être il y aura d'autres forces qui vont émerger, hormis les partis qui sont là depuis. Les forces sont en train d'émerger et il faut faire la relation entre toutes les expressions politiques, tous les signaux qui passent ça et là à travers vous et d'autres pour comprendre que, effectivement, c'est ça qui pose problème à la classe politique d'actuellement. Sans ils se rendent compte de ce que ça ne se joue plus tranquillement comme ça. Vous avez vu la sortie de Sonko avec l'histoire des impôts des députés. C'est cela, mais ce n'est pas seulement cela. Les effets que ça cause sont plus importants que le fait lui-même de députés qui ne payent pas des impôts. Et d'autres faits sont là pour montrer que nous sommes en train de découvrir petit à petit qu'il y a des endroits où on peut parler au peuple et l'amener à y croire encore. C'est cela que nous essayons de faire. Faire en sorte que ceux qui ne peuvent pas être corrompus, y croient encore. Nous pouvons aller jusqu'à déjouer les plans dans le lot des gens qui acceptent déjà d'être manipulés. Au Sénégal, vous avez entendu souvent les gens dire mais ce jour où vote va voter film le kefin. Ça va rejouer encore ça. Parce que les comportements vont s'amplifier. Eux, ils vont jouer sur les moyens qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas d'autres intelligences à mettre en œuvre. À côté, nous allons essayer de développer une dynamique de réconciliation, une dynamique plus large qui va amener tous les Sénégalais à comprendre que ça ne peut pas se faire sans eux. Et nous arriverons à passer l'épreuve et à déjouer leur plan. Mais il faudrait que les politiques d'hier se réconcilient avec le peuple aujourd'hui, parce qu'ils ont encore la possibilité de le faire. C'est comprendre qu'ils ne sont rien au-dessus du peuple, ils ne sont que l'émanation de ce peuple. S'ils le comprennent, c'est possible. Oui, autre affaire, il s'agit du procès de l'étudiant Bassirou Faye qui a été ouvert. Pensez-vous que justice sera rendue à l'issue de ce procès? Vous savez,
Ça, là, surtout au moins, qu'il intervient au lendemain de la libération de Karim Wade. Je vous concède de dire que c'est juste un leurre. Cette coïncidence, elle est même ridicule. Libérer Karim Wade, lancer ce projet-là, on dirait qu'on nous met encore sur la table quelque chose qui est là pour nous divertir. Oui. Pour nous divertir, pour créer plusieurs centres d'intérêt. Ce procès n'est plus un procès. Il est quoi, donc? C'est le dossier lui-même qui est pipé. Le dossier est piégé par un tas d'erreurs. Quand on part dans une affaire de cette nature qui est très technique, on la lie autour du projet d'un président qui tient à réussir là où les autres ont échoué. Moi, j'ai toujours un problème par rapport aux énoncés. Une enquête, ce n'est pas un président qui doit réussir là où ses prédécesseurs ont échoué à l'université. Et tout le problème de ce procès, c'est cela. Oui. Abdoulaye Wade est passé par là. Il n'a pas réussi à régler les cas de mort d'homme qu'il y a eu à l'université. Abdou Diouf, la même chose. Moi, ce ne sera pas comme ça. C'est le premier piège. Et les fonctionnaires qui sont déconditionnés ont voulu faire en sorte que ce président ait raison. Techniquement, ça ne marche pas. Il y a une situation de terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation d'investigation et une confrontation entre les éléments de preuve et la démarche. Ce qu'on veut prouver tient à un ensemble d'éléments qui doivent s'enchaîner, s'accompagner dans la cohérence. Mais quand on veut les faire fonctionner dans le sens de désigner un coupable simplement, ça n'a jamais marché. Dans tous les pays du monde, quand on procède comme ça ne marche pas. Mais il faut nécessairement un coupable. Non, il ne faut pas nécessairement un coupable. On échoue ou on réussit. Quand on échoue, on doit reconnaître qu'on a échoué. Toutes les enquêtes, tous les grands dossiers du monde n'ont pas été ficelés, terminés. On a pris, surtout quand c'est un désordre comme ça, où il y a des choses qu'on n'a pas maîtrisées au départ, avant la mort du garçon. Vous comprenez? Oui. C'est la manière d'exécuter, de normaliser les comportements, d'enchaîner les actes pour pouvoir les relire après, au moins pour dire, voilà ce qu'on a fait. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de projet. Les gens, ils prennent leurs armes dans les casernes et ils foncent sur le terrain n'importe comment. On vous dira aujourd'hui intervention à l'université. Je vous assure, l'individu qui part avec une arme risque de ne pas connaître l'arme avec laquelle il est parti. Oui. Et le chef qui déroule avec cet individu risque de ne pas savoir quels sont les éléments qui sont là désignés pour partir avec des armes. Nous avons beaucoup de problèmes dans l'organisation de nos dispositifs, dans l'exécution de nos missions, qui forcent déjà l'enquête. Si cela n'est pas un préalable de régler, quand on va enquêter dans une situation d'intervention de force, on a plus de chances d'échouer que de réussir. Donc vous n'avez pas espoir? Moi, je suis là. Vous êtes sceptique? C'est le regard du professionnel. J'attends, je suis dans l'attente de me voir démontrer qu'il est possible de faire quelque chose, de présenter quelque chose de lisible. Moi, c'est pas parce que si ça échoue, je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça, parce que je respecte celui qui est mort, mais je respecte aussi ceux-là qu'on voudrait mettre absolument en prison pour leur faire payer une faute, parce que le politique a besoin que des gens se payent. Oui. Je voudrais maintenant que véritablement on fasse une enquête qui démontre que c'est elle qui a causé cette mort d'homme et qu'il paye en conséquence, mais que l'administration se mette au centre de la responsabilité. Parce que celui qui aura commis ce forfait-là, quand même, ce sera quelqu'un dans l'exécution de sa mission. Oui, récemment, commissaire Cheikhna Sadibou Keïta, on a vu que la police a fait tomber des gangs qui opéraient dans les villes et quelques zones, quelques localités du pays. Peut-on admettre que cette police tient tête aux malfaiteurs? Moi, vous savez, quelquefois j'ai ce problème-là. Oui. Je ne voudrais pas passer pour un nihiliste. Quelqu'un qui est là tout simplement pour dire ça ne va pas, ça ne marche pas, c'est pas bon. Mais on n'a pas le choix. Quand dans un pays tout est en sens dessus-dessous, et quand on a fait le serment de dire la vérité, surtout par rapport à les choses qui correspondent à notre métier, mais on est obligé de dire, au risque de passer pour un nihiliste, de dire ça ne va pas. Vous savez, moi, je suis un professionnel. Oui. Je ne crois pas au folklore. Ici, nous faisons plus dans le folklore que dans le véritable résultat. Quand il n'y a pas de projet,
sécuritaire dans un pays, il n'y a rien. Il n'y en a pas au Sénégal? Il n'y en a jamais eu. On fait du pilotage à vue depuis Mathusalem. Moi, c'est ce que j'ai trouvé à la police. Les gens qui font la police aujourd'hui ne savent pas ce qu'on attend d'eux au point E. Parce que le projet sécuritaire du point E n'existe pas. C'est d'abord là qu'il y a un problème. Le projet sécuritaire de Dakar n'existe pas. Voyez un peu avec ces histoires de viande d'âne, viande de cheval. Dès qu'on a parlé de cette histoire, Conseil des ministres, opération sur le terrain, c'est ça véritablement le pilotage à vue. Ça part du sommet de l'État. Un événement comme ça, qui se déroule depuis toujours. Depuis toujours, les gens ont tué des ânes et les ont vendus. Mais c'est arrivé à un point tel que, de gravité tel que, ça ne pouvait pas ne pas éclater. Mais pendant tout ce temps, on a laissé pourrir. Depuis qu'on n'en parle plus, les gens continuent encore à en vendre. Et ils n'arrêteront pas parce que ça permet de gagner de l'argent dans un pays où les gens sont tous les jours de plus en plus pauvres. Il faut qu'on arrête. Pendant qu'on parle de ça, il n'est pas bon d'être boutiquier dans un village du Sénégal. Les gens meurent, se font tuer, les femmes se font tuer, les hommes, on leur prend leur argent. Ici à Dakar, vous allez dans les quartiers, vous voulez de la performance. Quand la structure qui doit réaliser la performance n'est pas capable de dépasser, de faire de la performance à 100 mètres de son siège, ce n'est pas possible. Quand les victimes ne répondent pas, quand les moyens ne répondent pas, qu'est-ce que vous avez dans les commissariats? Vous avez une trentaine d'éléments avec des gens qui ne sont pas des policiers professionnels et quelques policiers professionnels qui n'ont pas eu le temps d'apprendre le métier. C'est avec ça que vous vivez. La formation? Mais d'abord, la formation, je n'ai rien contre cette formation, mais je trouve plus de bâclage que de formation. Et ça, qu'il m'en excuse. Nous savons tous de quoi nous parlons. C'est un métier, la police. C'est du très sérieux, la police. Chacun des métiers de la police est très sérieux. Il faut y former des gens et les y spécialiser. Quand les gens à la police, déjà, les petits agents ont les projets de leur carrière pour leurs conditions sociales, quand les chefs ont des projets de carrière pour leurs conditions sociales, parce que c'est comme ça dans l'administration sénégalaise, parce que la pauvreté nous y contraint, nous sommes des humains. Et quand nous allons de niveau de pauvreté à niveau de pauvreté, les gens en arrivent à se déprofessionnaliser. C'est ce qui se passe un peu partout. Non seulement les moyens ne suivent pas, mais les gens n'ont pas d'entrain. La misère est là, la pauvreté est là, et chacun cherche à se mettre à l'abri de toutes les souffrances. C'est ça qui gangrène nos corps, c'est ça qui fait que les autorités font dans le bricolage et ne mettent jamais en place de projet de sécurité véritable. Oui, à ce titre, comment jugez-vous ces ASP qui ont décrié leurs difficiles conditions de travail? Mais il fallait qu'on s'attende à ça, parce que je crois que tout au début, j'en ai parlé à travers vos antennes. Bon, j'ai toujours dit que ça, c'est quoi? L'inverse toujours. Le président de la République nous promet 500 000 emplois. Et il y a un projet ficelé par quelqu'un qui dit « Je vais recruter 10 000 agents de sécurité ». On l'impose à la police et quelque part à la gendarmerie, on accommode les positions et on met ça sur le marché. On les fait marcher dans un coin pendant une semaine et on dit qu'ils sont prêts avec des tenues. Ce n'est pas la tenue qui fait le policier. Des missions de police, même si c'est des missions statiques, c'est des missions. Garder une porte, ça a l'air de rien. Mais c'est extrêmement compliqué. Donc ces ASP, mis devant cette épreuve-là, mais aussi avec le traitement du départ, ils sont moins bien traités que les Eagles et autres. Ils n'ont pas de couverture sur le plan social, ils n'ont pas de statut à proprement parler. C'était des solutions politiques. Il fallait soustraire de ces 500 000, 10 000 pour avoir 490 000 et aller encore jusqu'à prouver que le président a rempli son contrat. Moi, je crois que ça va aller de mal en pire. Ils vont devoir partir petit à petit et disparaître. Ou on va trouver une solution intermédiaire pour les absorber peut-être à la police ou je ne sais où. Mais il faut qu'ils se sortent de ce piège-là, c'est un véritable piège. Oui, par rapport aux forces de sécurité, lors des discussions entre le ministère de l'Intérieur et les partis d'opposition, il est convenu d'essayer de jumeler le vote des militaires avec celui des civils. Comment vous l'envisagez? Mais c'est très possible, ça c'est très possible.
c'est un problème qu'on doit poser aux gens qui commandent les troupes. Et qui va gérer la sécurité le jour du scrutin? Ça va marcher, ça, il n'y a aucun problème, ça va marcher. Vous n'y trouvez aucun problème? Il n'y a aucun problème, ça va marcher. Si les gens prennent le problème tel qu'il est bien énoncé, ça va marcher, quoi. Oui. Bon, il faut trouver maintenant des passerelles entre le vote et la mission de sécurité. Oui. Ces passerelles peuvent exister, c'est des missionnements. C'est des possibilités de voter à l'endroit où on est en mission, c'est la possibilité de voter même au bureau où on est. Et tout cela est possible, hein. C'est possible, il n'y a aucun problème. Oui. Bon, et je crois que c'est un faux problème d'ailleurs qu'on pose parce que dans d'autres pays, il ne se pose pas et ça se passe comme ça. Les militaires ne votent pas avant, ils votent le même jour. Okay. Mais c'est un très faux problème. Oui, vous êtes un ancien commissaire de police et on a souvent l'habitude de voir que les enquêtes menées par les institutions comme l'OFNAC ou bien l'IGE ou bien la Cour des comptes sont toujours rangées aux oubliettes. Oui. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est là qu'il y a enquête. À la CRI, il y a de la politique. Moi, j'ai toujours défendu le point de vue selon lequel, oui, pour faire bien dans la réduction des comptes, il faut confier la mission à des professionnels. Oui. Avec un minimum de professionnalisme, un commissaire de police qui a géré des affaires financières devrait pouvoir régler tous ces dossiers-là sans traîner. Une petite équipe aurait réglé tous ces dossiers sans fanfare. Aujourd'hui, on se retrouve avec deux situations. Une politisation du phénomène qui fait beaucoup de bruit et une autre politisation du phénomène qui veut qu'on ne parle pas. Et c'est le même pouvoir qui distribue la justice ici à sa manière et distribue la justice autrement à sa manière. Les intouchables, puisqu'il faut que les institutions fonctionnent, les intouchables sont protégés, oui, mais puisqu'il faut qu'on fasse dans le folklore de la justice, il faut que certains soient servis au peuple, oui, pour que le folklore joue. Oui. Ces dossiers-là, ils ne vont pas sortir. Pourquoi ils ne vont pas sortir? Parce qu'ils concernent la gestion de ceux qui nous gouvernent pour la plupart. Oui. Et ceux qui nous gouvernent n'ont pas changé de comportement. Ce n'est même pas le président qui les défend. Ce sont eux-mêmes qui se défendent parce qu'ils ont le pouvoir. Ils sont aux côtés du pouvoir et ils ne font pas se faire du mal. Ce qu'il faudrait souhaiter, c'est que demain, on puisse revenir en arrière et rendre à César ce qui à César appartient. Oui. Avoir une justice juste qui juge, libérer du président de la République et de toute la pesanteur du pouvoir exécutif et des institutions d'enquête qui fonctionnent normalement parce que capacité comme il faut pour pouvoir agir à tous les endroits indépendamment des instructions qu'ils reçoivent. Oui. C'est ça l'idéal. Si nous arrivons à cet idéal-là, nous pourrons voir tout cela fonctionner. Mais quand on dit par exemple l'OFNAC peut s'autosaisir et on surfe sur des termes comme ça, oui, il peut s'autosaisir, oui, mais la suite de la décision ne lui appartient pas. Et on laisse pourrir et après on oublie. J'espère seulement qu'on aura un jour l'occasion de revenir là-dessus. Oui. C'est anormal. Avant d'y arriver, commissaire Cheikhna Sadibou Keïta, hors de chez nous, surtout en Grande-Bretagne, maintenant le Brexit a été matérialisé. La Grande-Bretagne sort de l'Union européenne. Comment vous l'accueillez? Je dis depuis longtemps que l'Europe s'est embourbée dans son propre jeu. L'Europe, depuis des siècles, nous impose un monde de pauvres et de riches. Des individus pauvres, extrêmement pauvres, et des gens riches à l'insolence. Des pays pauvres, colonisables, taillables à merci, et des pays extrêmement riches. C'est cette situation qui a évolué pour nous amener à celle-là que nous connaissons aujourd'hui, qui fait que le monstre de la pauvreté est celui qui gouverne le monde. Aujourd'hui, l'Europe est dans l'incapacité de réagir comme il faut pour se départir des conséquences de son propre comportement. Voyez un peu, ici au Sénégal, nos pays sont payés pour retenir les Sénégalais ici. Nous surveillons avec l'argent de l'Europe, nous surveillons nos côtes, oui, avec des hélicoptères, nous surveillons nos enfants pour qu'ils ne partent pas. Récemment, c'est la Turquie qui est payée pour qu'on ne passe pas, pour faire le filtrage, oui, et on désigne ceux qui doivent passer. C'est ça qui a été déterminant dans cela. Dans ce vote favorable au Brexit, le monstre a gagné parce qu'il est devenu trop visible. L'Europe devait depuis très longtemps comprendre que l'avenir est dans un monde équilibré. Un monde où le minimum est assuré pour chaque individu, pas pour chaque pays, chaque individu. Et puisqu'ils ont passé des siècles à piller le monde, ils se devaient
de revenir au devoir de rééquilibrer le jeu. C'est très simple. Hein? Oui. Accepter seulement que les autres doivent se développer et les laisser se développer. Mais si l'Europe s'organise pour continuer de piller des pays qui sont indépendants, pour jouer derrière, les États jouent derrière, pour que leurs multinationales continuent de piller des pays comme le Sénégal, où la France est présente ici, nous on s'appauvrit parce que la France s'enrichit au Sénégal. Oui. Même ce que nous faisons qui nous appartient est géré par la France, qui gouverne nos intérêts et en fait ce qu'il veut. Comment voulez-vous que cette Europe ne tombe pas dans ce piège? C'est ce piège-là qui, aujourd'hui, l'entoure. Ce n'est pas seulement à la Grande-Bretagne. Voyez un peu les contradictions qu'il y a depuis la Grèce. En France, le terrorisme, dans son expression dernière, hein, l'État islamique, dans son expression dernière, tout cela, c'est le refus de voir que les choses doivent changer, qu'elles devaient bouger depuis très longtemps. Tant que les êtres humains ne comprendront pas que chacun d'entre nous, pas les États, a le droit de vivre dans la décence et que nous devons consciemment organiser cela pour qu'au moins, s'il y a des pauvres, que ce soit simplement des moyens nantis, des gens qui vivent normalement, mais qui vivent quand même dans la décence. Tant que l'Europe ne se mettra pas à voir comme ça, d'autres pièges l'attendent. Et le Premier ministre David Cameron doit-il démissionner d'ici octobre ou bien il devrait le faire d'office? Moi, je crois que pour faire avancer les choses très vite, il devait démissionner aujourd'hui, dès l'annonce du résultat, pour que le jeu se fasse très rapidement, parce que Wolof Ndiaye est devenu Bundox Touro An Bakades. Je crois qu'il a joué grandement, il a perdu, il a au moins le mérite d'avoir accepté de jouer dans un pays comme la Grande-Bretagne, où toutes les choses se font dans la transparence la plus exacte. Vous voyez, dans ce pays-là, c'est celui qui est au pouvoir, qui organise le référendum et qui le perd. Et qui le perd et qui le reconnaît. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'ici, chez nous, on a toujours tendance à vouloir coûte que coûte gagner les référendums avant de les organiser, gagner les élections avant de les organiser parce qu'on est pouvoiriste. Je vous remercie, Merci, commissaire Cheikhna Sadibou Keïta. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique de l'ACT, l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, et vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Je vous remercie. C'était un plaisir de partager avec vous ce plateau. 1000 fois merci. Merci à vous. Grand merci aux auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Merci à Aline Badara Ndiaye qui a réalisé cette émission. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination, Ndella Mar pour les soins esthétiques et Ousseynou Sall pour la décoration. Excellente semaine à vous. Rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah.